Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Vous le connaissez sous la forme de capsules, moulues ou en dosettes. Il accompagne notre quotidien. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. 2 milliards de tasses de café sont consommées chaque jour, générant un chiffre d'affaires d'environ 200 milliards de dollars par an. La Côte d'Ivoire se positionne à la 3e place des pays producteurs de café en Afrique avec une production de 104 000 tonnes de café par an, un chiffre bien en deçà des 400 000 tonnes produites dans les années 1970. Au sommaire ce soir, enquête sur la filière café en Côte d'Ivoire, du champ où le café est cultivé par des producteurs réunis en coopérative aux usines où il est traité avant d'être exporté à l'international par de grandes multinationales. Nous allons vous montrer comment fonctionne le secteur. Vous verrez que dans l'ombre du cacao, le café essaie tant bien que mal de se faire une place au soleil. Puis nous irons à la rencontre de André Bro-Mensah. Cet Ivoirien a décidé de se lancer dans la transformation locale du café avec une ambition: défier les multinationales en fabriquant des produits premium et adaptés aux goûts locaux. L'entrepreneur s'est même attaqué au marché des capsules. On l'appelle le Robusta, résistant aux aléas climatiques, corsé, voire amer en bouche. Il est le café majoritairement produit en Côte d'Ivoire. Chaque année, 104 000 tonnes sont produites par des cultivateurs organisés en coopérative. La saison ne dure que 2 à 3 mois et la récolte n'a lieu qu'une fois par an. 90% de ce café est exporté par de grands groupes. 2 enjeux clés pour ces derniers: obtenir des grains de qualité et surtout un approvisionnement suffisant. Les défis de la filière café, un reportage de Sibella Tangba, Gisela Mendonça et Niki Kwame. Région d'Ara, à l'est d'Abidjan. Monsieur Timou est planteur de café depuis 15 ans. Il cultive du Robusta, l'un des 2 types de café les plus consommés au monde. Cette plante, c'est du café Robusta, le café le plus cultivé en Côte d'Ivoire, parce qu'il résiste plus aux aléas climatiques que les autres. Les fruits que vous voyez là, ce sont les cerises de café. Ces cerises de café seront récoltées d'ici quelques mois. Il faut en général entre 8 et 12 mois pour que les cerises soient bien mûres. Un café produit sans aucun pesticide, connu pour son goût corsé. Et c'est à l'état naturel que nous produisons nos cafés. Ce qui fait que quand nous consommons, il n'y a pas d'effet secondaire. Le goût est doux parce que même le monde entier apprécie le café ivoirien. Donc, de toute façon, eux, ils le trouvent, c'est comme ça que nous le trouvons aussi. Le goût est très intéressant parce que c'est du bon café. Sur ce champ de 5 hectares, M. Timou produit en temps normal un peu moins de 2 tonnes pour un revenu annuel estimé à 1 million de francs CFA. Mais le café n'est pas la seule culture du planteur. Ce champ de café est mélangé de bananiers. Derrière, en bas, où se trouvent les arbres, c'est un champ de cacao. Aujourd'hui, il ne faut pas rester sur une seule culture. Il faut diversifier les cultures. Là, en cas de chute d'une culture, l'autre peut aussi te permettre d'avoir de l'argent. Le café fait vivre des millions de paysans en Côte d'Ivoire. Problème, sa production a considérablement chuté au cours des dernières années. De 400 000 tonnes dans les années 1970, le pays produit aujourd'hui à peine 100 000 tonnes de café par an. La Côte d'Ivoire se positionne aujourd'hui à la 3e place des pays producteurs de café en Afrique et 15e au niveau mondial. Là où certains pays enregistrent une production d'1 million de tonnes pour le Vietnam ou 700 000 tonnes pour l'Indonésie, la Côte d'Ivoire voit sa production décliner. Principale raison, un prix d'achat bas, l'émergence d'autres cultures d'exportation telles que la noix de cajou et une récolte une seule fois dans l'année. Pourtant, le café reste l'une des boissons les plus consommées au monde. Pour les acteurs de la filière en Côte d'Ivoire, 2 principaux défis: booster la production, mais aussi s'assurer que le café produit est de bonne qualité pour conquérir le marché international. Dans la commune d'Ara, nous retrouvons M. Timou. Aujourd'hui, il se rend dans cette coopérative, un groupement qui rachète aux planteurs leur production à la sortie des champs. C'est l'heure du verdict concernant la qualité de la production.
Oui, monsieur Tchoum, votre café, Oui. il y a cailloux, Oui. il y a les trucs, les brisures, il y a les cerises. Le café doit être trié, mais au propre avant le pesage. En cas d'impureté, la coopérative peut refuser la production du planteur. Quand le taux de grain noir est supérieur au taux de grain blanc, souvent on peut refuser, parce que là la qualité est douteuse. Donc il appartient au planteur de tout mettre en œuvre pour faire un café de bonne qualité. Vient ensuite l'étape du pesage. Grâce à cette bascule électronique, le producteur peut avoir une idée de son revenu. Le prix du café cette saison a été fixé à 700 francs CFA. Le poids de votre café est 192. Le prix, c'est 700. Donc le montant global, ça fait 134 400. Oui, c'est bon? C'est bien, c'est très bon. Ok, il n'y a pas de souci. 134 400 francs CFA. C'est l'argent que percevra Tchimou pour ses sacs de café vendus ce jour. Avec cette coopérative, le quinquagénaire est sûr de percevoir les revenus de sa production. Ce n'est pas toujours le cas avec d'autres acheteurs moins fiables. Ce qu'on appelle communément les pisteurs, ils peuvent prendre des sacs de café et puis après ils vont disparaître dans la nature. Mais au niveau de la coopérative, ils ne peuvent pas disparaître parce qu'on vit toujours avec eux ici. En Côte d'Ivoire, le prix minimum garanti aux producteurs de café cette année est de 700 francs CFA par kilogramme. Ce prix d'achat est fixé par le gouvernement à travers le Conseil Café Cacao, l'organe en charge de réguler le secteur. Le prix est fixé en fonction de l'évolution des cours mondiaux et des taxes d'exportation et peut varier selon les années. Les coopératives ont quant à elles la possibilité de le revendre à des exportateurs ou des transformateurs avec une marge bénéficiaire de 80 francs CFA par kilogramme de café. Cet argent leur permet d'assurer leur bon fonctionnement. Chaque année, la coopérative fait en moyenne 500 tonnes par an. Ça fait 500 000 kilos. 500 000 kilos multiplié par 80 francs. Ça fait 40 millions. 40 millions représentent la recette que la coopérative a. Dans les 40 millions, nous avons d'autres charges de fonctionnement, tout ça. Le café récolté dans les champs prend ensuite la direction d'Abidjan. 90% du café produit en Côte d'Ivoire est exporté par de grands groupes. Olam, Nestlé, Touton ou encore S3C. Olam, le géant singapourien nous a ouvert ses portes. Le groupe exporte chaque année entre 40 000 et 50 000 tonnes de café rachetés auprès des coopératives afin de nourrir le marché international. Première étape, la réception et le traçage de la matière première. En termes techniques, on appelle cela le connaissement. C'est quelle coopérative? C'est Diallo-Madi. Diallo-Madi. Mais comme j'ai toujours dit, il faut toujours vérifier toutes les informations qui sont là sur le connaissement. Parce que tu sais, là-dessus, le Conseil Café Cacao est très exigeant. Ce qu'on vérifie, c'est le connaissement. Puis le connaissement va nous donner la quantité du produit, le type de produit, la provenance. Chaque jour, environ 15 camions sont déchargés ici en flux continu. Chacun de ces engins transporte en moyenne 30 tonnes de café, parfois 45 tonnes lorsque la récolte est bonne. Des contrôles sont faits, là encore, pour s'assurer de la bonne qualité du produit. Nous refusons tout au plus 5% de ce que nous recevons. Oui, nous recevons. Parce que déjà, au niveau de sélection des fournisseurs et des coopératives, nous avons déjà fait un travail en amont qui nous permet de recevoir du café qui est déjà une qualité acceptable. Bonjour, monsieur Dan. Place maintenant à l'étape dite de calibrage pour déterminer le taux d'humidité du café. Selon les normes, ce taux ne doit pas excéder 13%. Car au-delà, le café est jugé moisi et donc rejeté. Mais le critère le plus important, la taille du grain de café. Le grade le plus prisé, c'est le grade 0.
qui représente le grain le plus gros, qui a une dimension de 7,1 mm et qui est très prisé sur le marché. Le grade A0, le voici, le Graal du grain de café. Plus rare, il se vend plus cher sur le marché international. Mais celui que l'on retrouve plus fréquemment, c'est le grade A2 de taille moyenne, avec un rapport qualité-prix plus attractif. C'est 35 à 40% du café reçu et traité par Olam. Les autres grades de moins bonne qualité impropres à l'export seront vendus sur le marché local. C'est le café qu'on n'arrive pas à calibrer selon les normes que nous avons, donc qui vont être déclassés comme sous-produits et qu'on appelle communément micro-briseux. C'est prévu pour le marché local. Oui, parce que nous n'avons pas l'autorisation d'exporter ça de la Côte d'Ivoire. Ainsi, seuls les grains les plus beaux partiront à l'exportation. Une fois le calibrage achevé, place à l'usinage. Objectif, réduire au maximum les défauts présents dans les sacs de café. Matières étrangères, grains noirs et même plus surprenant, des pierres. Ce sont près de 500 kg de pierres qui ressortent chaque jour. Si l'essentiel du business de la firme singapourienne se trouve dans le cacao et l'anacarde, qui brassent de gros volumes, le café reste un marché important car très sollicité à l'international. Ces conteneurs en plein chargement prendront pour la plupart la route de l'Algérie. Le premier marché, c'est toujours l'Algérie pour nous, comme ils sont le consommateur fort des cafés ivoiriens. On exporte chacun entre 20 000 à 30 000 tonnes de café. Voici les principaux marchés d'exportation du café ivoirien. L'Algérie est le premier pays avec près de 50% de café exporté par an. Viennent ensuite l'Inde, 10%, plusieurs pays européens tels que l'Espagne, 7%, l'Italie, 5%, le Portugal, 3% et enfin les pays du Maghreb, le Maroc, 1% et la Tunisie, 1%. Pour faire la différence et gagner la bataille de l'exportation, les exportateurs font face à deux grands enjeux. La qualité et l'approvisionnement, car la matière première n'est pas toujours disponible. L'un des plus gros défis pour nous, c'est la qualité. Ce n'est pas facile d'obtenir un café de qualité. Il faut être très vigilant sur ce qu'on achète. On travaille avec différentes régions en Côte d'Ivoire qui produisent différents types de café. On regarde l'état de vieillissement des plantations. Par exemple, les régions montagneuses de Mans et de Biokuma sont les zones de production de café par excellence. Donc c'est là que tous les exportateurs se ruent pour obtenir la meilleure qualité. Le second grand défi, c'est l'approvisionnement, le sourcing. La production de café en Côte d'Ivoire n'est pas très grande comparée à d'autres cultures. Les saisons sont courtes, seulement 2 à 3 mois. Cela nécessite pour nous d'être très agiles, très malins quand nous achetons du café. Ce n'est pas facile, tout le monde cherche à s'approvisionner au même moment. L'un des grands défis, c'est donc d'assurer l'approvisionnement de la matière première. Pour cela, les exportateurs se lancent sur le terrain dans des campagnes d'encadrement des producteurs. Cet après-midi, séance de cours en pleine plantation. Pourquoi on ne doit pas utiliser les herbicides pour faire la production de café? De 1, ça ne donne pas bien. De 2, il y a des bêtes, mais on ne doit pas les éliminer. Les médicaments tuent ça. Derrière ce cours se cache en fait la bataille de l'approvisionnement. Il faut venir vers eux pour leur montrer de façon simple, de façon imagée, tout ce qui est technique agricole pour leur permettre d'accroître leur production. Et également aussi leur permettre d'augmenter leur rendement. Parce que le rendement du café en Côte d'Ivoire ici a tellement baissé qu'aujourd'hui la production est presque nulle. Selon lui, cette formation aux bonnes pratiques agricoles aurait eu un impact sur la production de ces planteurs 3 ans après le début de la formation. Le rendement qui était à 250 kg par hectare, aujourd'hui nous sommes à près de
près de 700-800 kg à l'hectare. Près de 200 paysans dans la région d'Ara ont bénéficié de ces formations. Ils ont appris des techniques comme le récépage, qui consiste à aérer le caféier en coupant les mauvaises branches pour augmenter la production. Des techniques qui semblent n'avoir plus de secret pour cette productrice de 55 ans. Après avoir passé sa vie à cultiver des produits vivriers, elle s'est reconvertie dans le café il y a 2 ans. On a commencé l'année passée, mais ça commence à donner un peu. Jusqu'à si on a soit 1,5 hectare, je sais que ça va nous soulager. Tous ici croient au potentiel de la filière café, avec un espoir que la production retrouve ses niveaux d'antan quand la Côte d'Ivoire était le premier exportateur mondial de café. C'était il y a 40 ans. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Lamine Bakayoko, directeur gérant du groupe AVA, Ambroise Nko, producteur de café et de cacao à Azaguié et Kwasikan Jérémy, directeur du développement agricole du Conseil Café Cacao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être avec nous ce soir. Merci. 400 000 tonnes jadis, aujourd'hui on est descendu à 100 000 tonnes. Comment expliquer que la production ait autant décliné au cours des 20 dernières années? Explication. Lorsque nous avons atteint les années 90, le marché international s'est effondré et les prix ont largement baissé, ce qui a entraîné comme conséquence chez les producteurs l'abandon des plantations et la production a commencé donc à dégringoler pour atteindre ce niveau de 100 000 tonnes que vous annoncez, mais il était un peu plus bas que cela dans les années 2010. Il y a une reprise. Il y a eu une reprise parce que le gouvernement a mis en place un programme de relance de la caféiculture depuis 2014 et la production a commencé donc à reprendre depuis les 4 dernières campagnes autour de 125 000 tonnes de café. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a une demande pour le café de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut déjà savoir quels sont les différents types de café qui sont cultivés en Côte d'Ivoire? Ici, en général, nous cultivons le Robusta. Oui. Le Robusta qui est un café ivoirien. C'est un café qui a une bonne texture, qui a une bonne robe, qui a un très bel arôme. On a son acidité, son amertume, mais également une douceur. Et il laisse un arrière-goût qui fait de ce café un café corsé. Et vous-même, vous faites du Robusta? Moi-même, je fais du... Quelle quantité par an? Je fais 10 tonnes de Robusta par an, oui, sur 5 hectares. OK. Oui, il faut ajouter qu'il y a une variété hybride que le CNRA a essayé de lancer dans le temps, qu'on appelait l'Arabusta. Donc c'est une hybride entre l'Arabica qui est sud-américain et le Robusta qui est africain. Sinon, en termes de qualité organoleptique, c'est quelque chose de super prisé sur le marché. Alors, on l'a vu quand même, la plupart des producteurs de café qui travaillent en coopérative. Alors, est-ce que ça leur permet aujourd'hui d'en vivre? Je vous pose la question. Oui, le café fait vivre son homme. Ça dépend des qualités que nous plantons. Moi, je produis le café pratiquement sur toute l'année. Alors, je vais vous laisser réagir. Allez-y, Lamine. Okay. En fait, le café, contrairement aux autres spéculations agricoles, a cette spécificité de ne pas pourrir. On va dire ça clairement, quoi. Donc, ça fait que son marché, peut-être que la période de récolte est assez ponctuelle, mais son marché, il est quasi périn. Donc, de janvier jusqu'à décembre, on a la possibilité de stocker du café et puis de le vendre disons, au prorata de sa surface financière. Alors, ça semble rentable. Alors, pourtant, on a vu quand même des producteurs qui disent que c'est mieux d'avoir une diversification des cultures si on veut être sûr d'en vivre. Ça se justifie ou pas? Oui, c'est tout à fait normal. Ça dépend de l'objectif qu'on recherche. Ça dépend de la surface cultivée. Aujourd'hui, nous tournons le dos à la monoculture pour aller à la pluriculture. Oui. Juste pour être sûr des chiffres, vous faites bien 10 tonnes sur 5 hectares. Oui. On est à peu près 2000. Oui, 2 tonnes par... 2000 kilos, 2 tonnes par hectare. C'est extrêmement rentable quand même. Alors, expliquez-nous comment est-ce que le prix aujourd'hui du café est fixé? Bon, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes dans un système de vente à terme.
C'est pour ça que nous parlons de stabilisation. Donc, le café se vend au marché international, au prix CAF, et nous déduisons l'ensemble des charges. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, tous les autres acteurs sont rémunérés sur le prix. Nous vendons à terme et nous faisons le prix moyen sur la période et nous déduisons donc l'ensemble des charges et c'est donc le reste qui revient aux producteurs. Mais nous avons également reçu l'instruction du président de la République, du gouvernement, pour faire en sorte que nous puissions payer au moins 60% du prix garanti aux producteurs. C'est ce que nous faisons. Alors, je pose maintenant la question aux producteurs. On est autour de 700, 750, vous avez dit, pour... 500, cette année. 550, voilà, pour 2021. Pour 2020-2021. 2020-2021, c'est abaissé. Est-ce que ce prix plancher, est-ce que vous le trouvez rémunérateur? Rien n'est rémunérateur, et même si on vous donne le kilo à 1 million, on trouvera toujours qu'il n'est pas rémunérateur. Moi, par exemple, je fais un café particulier, donc je travaille avec des torréfacteurs directement, donc je ne vends pas mon café au prix national, mais je vends mon café à un prix déjà entretenu dès le départ. Ce qu'il fait, c'est un café de niche. Il faut améliorer la qualité pour que vous ayez des excédents avec certains clients, évidemment. Il se trouve que de plus en plus, le marché devient très diversifié. Et donc, nous, dans le cadre du programme de la relance de la caféiculture, nous avons mis en place deux autres programmes. Il y a ce qu'on appelle la mise en place des cafés de spécificité, dont l'Arabusta. Les premiers Arabusta qui ont été développés n'avaient pas un bon rendement, mais les derniers développements permettent d'avoir un bon rendement. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place avec le CNRA sur les sites des producteurs un certain nombre de plantations pour vérifier leur rentabilité et commencer à les diffuser. Culture d'exportation comme le cacao, pourquoi est-ce qu'on est encore dominé par un marché d'exportation? Les exportations de café, c'est autour de 80%. Et la transformation locale, c'est autour de 20%. C'est des chiffres de quelle date, de quelle année? De l'année dernière. 2020. Voilà. Parce qu'en réalité, les acteurs dans la transformation, il y a un gros acteur qui fait du café moulu, que tout le monde connaît, je ne vais pas dire leur nom. Et puis il y a autour d'une vingtaine de petits torréfacteurs, dont M. Lamine Bakayoko, Ava Café, qui transforme autour de 5000 tonnes. Voilà un peu la structuration donc, des transformateurs en Côte d'Ivoire. Alors, à l'export, on a quand même l'Algérie. Qui sait ce qui se passe en Algérie pour qu'ils achètent autant de café? Non, ils tiennent le marché du Maghreb. Le Maghreb est gros consommateur de café. C'est vrai que nous, en tant que torréfacteurs, il y a certains clients du Maghreb qui essaient déjà de nous contacter, eu égard les difficultés de s'approvisionner d'un marché algérien qui est très sélectif déjà. Mais bon, on espère que le système de commercialisation va nous permettre de le faire dans les années qui viennent. Alors, on a vu aussi que les meilleurs grains de café étaient exportés. Et du coup, on se pose une question évidente. Les grains donc, de moins bonne qualité restent sur le marché local. Est-ce à dire que les industriels qui transforment localement, Lamine Bakayoko, donc oui. Je vous regarde, est-ce qu'ils n'ont accès qu'à du café de moindre qualité? Quand on fait du moulu, à la limite, on va l'écraser, le café. Donc, on s'en fout qu'il soit gros, qu'il soit petit, qu'il soit brisé. Quand le café il est torréfié, que les grains sont assez volumineux, bien gros, ça parle. Et c'est comme ça que le café est vendu généralement en Occident. Est-ce que vous pensez que vous avez quand même du mal, parfois, à obtenir sur votre propre marché des grains de meilleure qualité? Non, là, disons-le clairement, oui. Déjà, le système de commercialisation qui est en place, il n'est pas adapté déjà à notre surface financière. Parce que vous comprenez qu'on ne peut pas compétir avec le Singapouriote. Voilà, Borchamp, ça c'est déjà sûr. Vous exportez? Oui, moi je n'exporte pas, je travaille en exclusivité avec un torréfacteur sur place, donc le marché niche. Et, je pense et vous faites du café de qualité? De qualité. Bon. Et je pense qu'il appartient désormais à tous les torréfacteurs de s'attacher les services de petits producteurs qui vont leur fournir du café de qualité en dehors de la compétition nationale. Alors, on a aussi la question de l'approvisionnement. Donc, apparemment, il n'y a pas suffisamment de production, même pour ceux qui veulent en acheter sur place, y compris pour les exportateurs. Mais la question qu'on va poser maintenant, c'est celle de savoir comment on booste la production de café. C'est quoi les plans, c'est quoi les stratégies? Avant de m'adresser au Conseil, je vais peut-être vous écouter, vous, Lamine. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, d'après vous, pour rebooster la production de café?
Ce qui a reboosté cette production-là, c'est un prix incitateur qui était quand même assez intéressant. Quand moi je me lançais dans cette aventure, je vous assure que le prix moyen était autour de 350 francs de café. Mais le prix a été stabilisé sur pratiquement 7 ans à autour de 700 francs. Ouais. Donc il va de soi que le paysan qui avait 2-3 vergers laissés à l'abandon, il va les entretenir rapidement et puis ça lui fait un gain supplémentaire. Ça, c'est déjà quelque chose. Et après, il y a quelque chose qui est assez significatif aussi, c'est que en 10 ans, nous on a commencé en 2010, au départ il n'y avait que 4 torréfacteurs, maintenant il y a une vingtaine. Donc déjà le potentiel de transformation, il existe, il est présent. Et la demande étant plus forte, corrélée à la relance caféière que le conseil a lancée, tout ça, ça a boosté un peu les choses. OK. Voilà. Alors, le conseil, les 3 grandes lignes de votre plan pour rebooster le café. Ben, je suis un peu mal à l'aise à répondre à cette question maintenant parce que, malheureusement, la situation du café se complique sur le marché international. Et pourquoi? Pas parce que la consommation n'a pas augmenté. Depuis pratiquement 2009, nous assistons à un taux de croissance du marché de la consommation de 1,5%. De sorte qu'aujourd'hui, la consommation mondiale de café est passée autour de 10 millions de tonnes, alors qu'il était autour de 7-8 millions il y a 10 ans. C'est-à-dire que le marché, il existe. Mais là où il y a un problème, nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes soumis à la concurrence d'un des grands pays producteurs de café robusta, qui est le Vietnam. C'est un pays, il y a 40 ans, comme vous le dites, ne produisait pas plus de 20 000 tonnes de café. Ils ont mis en place une stratégie, sachant que le marché allait croître. Ils ont étendu les plantations, mais c'est de grosses plantations. Ce n'est pas des petits planteurs. C'est des plantations de 20, 30, 50, 100, 200 hectares, avec des structures de qualité, des usines de lavage du café pour obtenir la bonne qualité. Nous nous retrouvons avec nos 700, 600 kilos de café face à des gens qui ont 3-4 tonnes à l'hectare. Sur le marché international, ce que le Vietnam fait aujourd'hui, ils font un peu de dumping en baissant les coûts sur le marché. Est-ce que le pari est perdu d'avance? Il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Nous avons même financé le recépage de près de 20 000 hectares de vergers de café pour les rajeunir. Nous avons également financé la mise en place de 156 000 hectares de nouveaux vergers à base de semences améliorées hybrides. Donc ce potentiel-là, il est là. Mais aujourd'hui, face à cette nouvelle donne, ce que le Conseil du café cacao est en train de faire, c'est véritablement de faire la promotion de la consommation et de la transformation locale. On l'a vu, le secteur du café connaît de nombreux défis, notamment pour les exportateurs. L'homme que nous allons vous présenter maintenant n'est pas, lui, exportateur, mais il est un transformateur. André Bromensa a créé sa propre marque de café 100% made in Côte d'Ivoire. Son produit phare, la capsule de café, la première du genre dans le pays et jusque-là chasse gardée du leader mondial du café, le groupe Nestlé, l'Ivoirien qui défie les multinationales du café. Un reportage de Thomas Diegobadia et Oscar Noël Sangan. Depuis des décennies, ils sont incontournables dans les rues d'Abidjan. Dès 6 h du matin, avec leurs charrettes rouges, ces vendeurs ambulants sillonnent la capitale économique ivoirienne à la recherche de clients. Dans leur charrette, un café bon marché qui se déguste moyennant 100 francs CFA. Un rituel matinal pour de nombreux travailleurs. Je le prends parce que ça me permet d'être éveillé au travail et puis c'est dynamique au travail. Quand tu prends, il y a une petite force qui vient là, ça permet de un peu bavarder avec le client. J'ai pris le petit café pour essayer à bonne santé, pour avoir le courage, pour ne pas avoir le sommeil. C'est ce que j'ai fait de l'habitude. En une journée, ce commerçant peut vendre entre 50 et 100 tasses. Le café qu'il sert est d'une marque bien connue, un café soluble prêt en quelques secondes, consommé chaque jour par des milliers d'Ivoiriens, quel que soit leur niveau social. Un café produit par une multinationale suisse qui domine le marché. Dans la rue comme sur les étals des supermarchés, les multinationales du café se taillent la part du lion. Pourtant, depuis quelques années, une poignée d'entrepreneurs locaux ont décidé de se lancer dans la bataille pour tenter d'inverser le rapport de force. Parmi eux, André Bromensa, 53 ans. Il y a 5 ans, cet Ivoirien fait le pari de lancer une marque de café bio, 100% made in Côte d'Ivoire, avec comme produit phare la capsule de café,
la première du genre dans le pays, et jusque-là chasse gardée du leader mondial du café, le groupe Nestlé. Pour se démarquer dans ce marché concurrentiel, l'homme mise également sur des formats et des goûts originaux. Portrait d'un ambitieux, bien décidé à défier les géants du secteur. À 1h30 au nord d'Abidjan, la région d'Azaguié. Une région traditionnellement productrice de bananes et d'ananas, dont le climat humide est propice à la culture du café. Ici, pas de grandes exploitations. Au total, une centaine d'hectares répartis entre de petits producteurs. C'est ici que nous retrouvons André Bromensa. À ses côtés, Ambroise Nko, un cultivateur chez qui André se fournit depuis 1 an. Et voilà. C'est magnifique. La récolte a commencé depuis quelques semaines et doit durer 4 mois. Sur ces arbres, les cerises de café sont prêtes à être cueillies. Donc là, vous voyez, les grains ont un très bon calibre. Voilà, le calibre est très bon et le café, il est assez sucré. Ouais, voilà. Surtout qu'on a eu beaucoup de soleil, donc on aura un très bon cru. Un très bon cru, des grains de café de variété Robusta. À Azaguié, le torréfacteur a trouvé un terroir qui donne au café un goût bien particulier et unique en Côte d'Ivoire. C'est un café qui est doux et qui a du corps. Il a pas mal de gras, de matière grasse, mais il n'est pas agressif. C'est un café qui est rond lorsqu'on le torréfie, robe de moine, etc. C'est vraiment un café agréable. Il se laisse travailler. Les grains sont d'une taille intéressante, ce qui fait que les process de torréfaction ne sont pas difficiles à mettre en œuvre. Un café de qualité qui a aussi un autre avantage, il est entièrement bio. Sur ces 5 hectares de plantation, Ambroise Nko a mis en place un ensemble de pratiques culturales agroécologiques. On n'utilise pas de pesticides, on n'utilise que des biofertilisants, on utilise des biofongicides. Tout ce que nous utilisons est à 100% biologique. Mais nous utilisons également la pollinisation croisée entre cacaoyers, caféiers et citronniers. Ces pratiques ont valu à Ambroise Nko le prix international du meilleur planteur de cacao, qu'il cultive également sur la même exploitation. Convaincu d'avoir déniché la perle rare, André Bromensa achète à ce cultivateur l'intégralité de sa production, soit 15 tonnes par an. Un café qui coûte près d'1,5 fois plus cher que le prix du marché. Alors que le prix fixé par l'État est de 700 francs le kilo, André, lui, l'achète 1200 francs CFA. On met le prix qu'il faut, hein. C'est un café de qualité, c'est un café exceptionnel, qui est travaillé avec amour, qui est sans fertilisants chimiques, enfin sans pesticides. Donc il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix ce café. Mais on rémunère notre ami planteur à un juste prix, pour qu'il puisse continuer, pour l'encourager à avoir une production de qualité. Si André est prêt à y mettre le prix, c'est aussi qu'Ambroise Nko a imaginé des processus originaux pour traiter le café après récolte. Là, il sort de fermentation. Okay. Voilà. Dans ces bacs, les grains de café fermentent plusieurs jours avant de sécher au soleil. Une méthode utilisée habituellement pour le cacao que le cultivateur a décidé d'appliquer au café et qui a immédiatement séduit André Bromensa. Selon lui, elles permettront de donner à son café des arômes encore plus puissants. Il a des techniques de séchage, de pré-transformation qui sont juste exceptionnelles. Tous les sucres, etc. vont se retrouver dans le café. Et au moment d'effectuer la torréfaction, les réactions chimiques qui vont se faire au niveau de ce café en grains vont nous apporter des qualités organoleptiques exceptionnelles, notamment les arômes caramel, etc. qui vont ressortir. Des arômes qui ont notamment fait le succès du torréfacteur. Le café, mais aussi le cacao ou la banane, les richesses de la terre ivoirienne, André Bromensa les a découvertes dès son plus jeune âge, aux côtés de ses grands-parents, planteurs dans la région d'Azaguié. Après le lycée,
il prend pourtant un chemin bien différent. Il quitte la Côte d'Ivoire pour partir étudier les télécommunications loin de chez lui, à Paris en France. Avec une conviction chevillée au corps, revenir un jour pour se lancer dans la transformation des matières premières peut développer en Côte d'Ivoire et ainsi contribuer à l'industrialisation de son pays. Il faut absolument passer par cette étape qui est la transformation, donc l'industrie. Et donc pour moi, pour notre génération, faire partir de ce tissu industriel, c'est plus qu'une obligation, c'est un devoir. Convaincu qu'il faut créer des champions de la transformation locale, André Bro-Mensah crée Ivory Blue en 2015. S'il choisit de se lancer dans le café, c'est que contrairement au cacao, il est largement consommé par les Ivoiriens. À l'époque, il n'existe qu'une ou deux entreprises locales, le marché étant dominé par des groupes étrangers. Un en particulier, le géant Nestlé, qui produit le Nescafé. Toute notre production est transformée par cette entreprise-là, qui n'est pas une entreprise locale, même si elle a une implantation ivoirienne. Donc il n'y a pas de marque en fait. Et ce qu'on essaie de faire, c'est développer des marques locales, des marques fortes. Donc en entrée de gamme, en milieu de gamme, mais également en haut de gamme. Parce qu'on a un produit de très bonne qualité, notre café est bon. C'est à quelques kilomètres des plantations d'Azaguier qu'André Bro-Mensah a installé son unité de transformation en 2016, quelques mois après le lancement de sa société. Aujourd'hui, il lance la torréfaction de 50 kg de grains de café. Pendant une quinzaine de minutes, ils vont être chauffés à 250 degrés. Ici, la vigilance est de mise. La moindre variation de température risque d'avoir un impact sur le goût du produit fini. Depuis qu'il s'est lancé, ce passionné a mis au point une dizaine de recettes de torréfaction différentes. Chaque recette est unique, c'est pas juste de la matière première en grains de café qu'on met dans un moulin et qu'on fait griller comme des arachides. Non, 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 c'est des recettes qu'on a élaborées nous-mêmes. À la base, la machine est arrivée avec une recette pour de l'arabica du Brésil. On n'a pas d'arabica du Brésil, ici on a du robusta et de l'arabica de Côte d'Ivoire. Donc il a fallu faire avec. La suite du processus est assurée par ces machines dernier cri importées d'Europe et d'Asie. Au total, pour les machines et son usine, il a investi 650 millions de francs CFA, principalement sur fonds propres. Un investissement à la hauteur de son ambition, produire des capsules de café pour concurrencer le géant Nespresso. On va passer à 20 minutes, 20 capsules minutes. On n'a pas besoin d'aller plus vite, ok? Ces capsules sont les premières du genre produites dans la sous-région. Si André a choisi de se lancer sur ce marché lucratif, c'est parce que le brevet qui protégeait l'invention des capsules Nespresso est tombé dans le domaine public en 2013, ce qui signifie que chacun peut désormais en fabriquer. Encore faut-il avoir l'audace d'affronter la multinationale sur son terrain. On trouve bien, et là c'est bon là. Là on a un fond cacao. On n'a pas beaucoup d'amertume. Hein, c'est rond. Même s'ils utilisent la même machine à capsules, c'est un combat de David contre un Goliath au chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars en 2015. À Ivory Blue, pas de George Clooney ni de phrases marketing choc. André Bro-Mensah a un autre type d'argument pour faire valoir son café, le 100% Made in Côte d'Ivoire. Que c'est du Made in Côte d'Ivoire, du Made in Africa, c'est important. Qu'en Afrique, on trouve des produits qui soient transformés en Afrique pour les Africains. Ça, c'est un point important. C'est un produit local, l'empreinte carbone est très faible. C'est produit juste à côté, on fait une production quasiment journalière. Donc il y a tout intérêt à consommer ce type de produit. Mais ces capsules coûtent cher à fabriquer et les ventes lui permettent tout juste de rentabiliser son investissement. Alors, l'entrepreneur a dû innover. Depuis quelques mois, il a lancé une nouvelle gamme, un produit qui n'existait pas jusqu'alors sur le marché ivoirien, des infusettes au café, produites à partir de la même matière première. Le principe est simple, le sachet est plongé dans de l'eau chaude qu'on laisse infuser comme du thé.
Avec ce produit, il veut toucher les consommateurs qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces capsules à 2500 francs les 10 unités. Et encore moins la machine qui va avec. Une machine à capsule, c'est 80 000 francs CFA. C'est bien au-delà du SMIC. Donc tout le monde ne peut pas acheter de machine à capsule. C'est juste inabordable pour la majorité des Ivoiriens. Par contre, tout le monde peut acheter un sachet entre 120, 130 francs, voire même 100 francs. En gros, tout le monde peut avoir un verre et tout le monde peut avoir de l'eau chaude. Ces infusettes sont désormais distribuées dans de nombreux supermarchés d'Abidjan, où André Bromensa doit relever son principal défi, imposer son café local dans les foyers ivoiriens. Ce matin, dans ce grand supermarché d'Abidjan, André et son commercial ont rendez-vous avec le responsable du rayon café. Mais de tous les produits là, qu'est-ce qui sort en fait le plus? Ce qui sort le plus. Bon. C'est quoi, cola? Évidemment. C'est cola. Ah, c'est cola et gingembre en fait. Sur ces étalages, toutes les gammes Ivory Blue, une dizaine de produits différents au total. Parmi eux, les fameuses infusettes, mises en rayon il y a quelques semaines seulement. Certaines ont été adaptées au goût des Ivoiriens. C'est du café qu'on agrémente avec des saveurs locales. C'est-à-dire que quand on prend notre café en sachet Coffee gingembre et notre café en sachet Coffee Petit Cola, nous sommes les seuls à proposer ce genre de produit. Donc il n'y a pas photo, il n'y a aucune marque locale ou internationale qui produit ce type de café. S'il cherche à se distinguer, c'est parce qu'il doit rivaliser avec de nombreux concurrents. Des marques locales, mais surtout des marques étrangères, bien connues des consommateurs. Pour les pousser à se tourner vers ces produits, André a dû revoir ses prix, car ils étaient parfois plus élevés que ceux des produits importés. On baisse au maximum nos marges, on fait du cost-cutting, on fait tout pour vraiment rester rentable, efficace, mais à un coût vraiment compétitif. On veut vraiment se positionner pour certains produits en dessous même du prix des produits importés. Donc on est vraiment compétitif. Il y a quelques mois, on était un peu plus cher. On a fait 25% de baisse sur nos prix pour être vraiment plus compétitifs. Pour compenser, André Bromensa doit vendre plus de produits et conquérir de nouveaux clients. Il a donc changé de stratégie. Jusqu'alors, le café Ivory Blue était surtout connu des amateurs de café et vendu dans des points de vente confidentiels. Désormais, il est distribué en moyenne et grande surface, un virage grand public. Donc ça permet d'être plus présent sur le marché, d'adresser un plus grand nombre et de démocratiser nos produits, donc d'aller vers le public. Tout le monde pense qu'on est vraiment beaucoup plus cher parce qu'on a un design différent, on a un positionnement de marque milieu voire haut de gamme. Si l'entrepreneur a réussi son premier pari, transformer le café localement, le chemin est encore long pour gagner la confiance des clients ivoiriens. Une confiance qu'André Bromensa espère conquérir en allant au plus près des consommateurs, comme avec ce kiosque situé dans la très fréquentée rue des Jardins. Un kiosque où, à quelques mètres de là, nombreux sont ceux qui préfèrent encore boire le café des vendeurs ambulants. Nous sommes de retour sur le plateau de Made in Africa et ce soir, nous essayons d'en savoir davantage sur le secteur du café. Première question pour vous. On vient de voir votre concurrent, on va le dire comme ça. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce reportage? Déjà, je suis assez heureux parce que je l'ai vu commencer. Comme moi, je l'ai dit, quand je commençais, il n'y avait que... Peut-être que j'étais le premier national dedans. Malgré ça, est-ce que vous continuez de croître dans vos chiffres d'affaires quand même? Est-ce que le marché de la consommation est très extensible. Et franchement, je pense qu'il y a encore même de la place pour des nationaux. Monsieur Kouassi, est-ce qu'aujourd'hui, il est clair que l'optique, c'est de créer de plus en plus des champions nationaux? De plus en plus, les marchés deviennent concurrentiels, surtout pour le café. Et nous avons, nous, pris l'option au Conseil du café cacao de promouvoir un certain nombre de petits torréfacteurs, des champions nationaux, où nous avons envoyé 10 personnes se former en Europe chez des grands spécialistes du café.
Vous savez bien, l'Italie, c'est un des champions. Oui, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France. Mais est-ce que c'est des personnes qui étaient déjà dans le secteur ou alors c'est des personnes qu'on a initiées? Il y a des gens qui étaient dans le secteur, mais la plupart de ceux que nous avons installés, c'est des nouvelles personnes, c'est des jeunes. Sur financement du conseil? Sur le financement du conseil. Okay. Nous avons formé la dizaine de jeunes. Nous avons équipé ces jeunes-là en machines de torréfaction, en moulins. Ok, 10 l'année dernière. Et puis l'année prochaine, on projette également 10. Ça vous coûte combien d'investir dans une usine locale, par exemple pour une Non, ça dépend de la capacité de l'usine. Mais je ne pense pas que ça doit dépasser 30 millions de francs CFA. Ça dépend. Oui, vous voulez réagir, ça dépend de la capacité. Voilà. Vous existez depuis combien de temps? 10 ans. Vous avez la confiance des banques aujourd'hui? Oui, ça passe. Ça passe. Oui. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir d'entendre ça parce que sur plusieurs émissions, c'était difficile. Mais là, on salue également les banques qui accompagnent les opérateurs. Ambroise, Nico, alors vous, je suis content d'être avec vous. Il nous faut une photo à deux. Vous êtes une star. Quand on écoute le reportage qu'on vient de voir, on parle de café fait avec amour, on parle d'arômes caramélisés, on parle d'un goût particulier unique, on parle d'entretien avec des mécanismes bio, etc., etc. Vous avez eu le prix international du meilleur planteur de cacao. Vous êtes à féliciter. Et donc, je suis heureux, doublement, triplement, de vous avoir sur ce plateau. Qu'est-ce que vous produisez exactement? En fait, je livre du café à André, mais c'est un café niche, un café particulier, parce que dès le départ, ça dépend du cahier de charge du torréfacteur, qui nous dit « Je veux un café qui a une robe, un café qui a un certain arôme, un café qui a un certain taux d'amertume, un certain taux d'acidité, un certain taux de douceur, mais avec arrière-goût. » À partir de ce moment, depuis la production, depuis la culture, nous allons chercher des intrants qui vont influer sur la production. Nous allons également utiliser une pollinisation en fonction des autres cultures par abeilles pour, pourquoi pas, atteindre un certain goût. Ça veut dire quoi concrètement, pollinisation? Oui, il y a plusieurs autres cultures. Quand les fleurs apparaissent, et nous utilisons les abeilles pour prendre du pollen sur des fleurs données pour les apporter sur d'autres cultures. Et ça dépend de ce qu'on veut obtenir en finalité. Alors question, c'est de la science ou c'est de l'art? En fait, c'est scientifique à la base, mais c'est de l'art, c'est de la passion. Alors vous, Lamine Bakayoko, vous êtes sur quel segment ou de marché? C'est quoi votre cible? Nous, on est exclusivement grand public. Voilà, nous, c'est généralement une informal market. Parce que quand on a fait l'étude de marché, le café est consommé à 90% par le marché traditionnel. Donc, c'est les chauffeurs de baka, taxi, compteurs. C'est sous quelle forme votre forme de café? C'est du moulu. C'est du moulu. Non, on ne fait pas de capsules, on fait que du moulu. C'est vrai que les capsules, à la base, en amont, c'est du moulu. Mais nous, c'est exclusivement avec des machines à infusion et puis des machines à pression. Alors, lui, dans le cas d'André, on voit bien qu'il se positionne sur le haut de gamme. Ça, c'est clair. C'est bien ça. Alors, ça vous étonne qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il s'attaque au marché des capsules? C'est audacieux quand même. Moi, je ne suis pas surpris, je suis heureux. Je suis très heureux d'avoir écouté M. Nko, le planteur. Ah oui, j'imagine, j'ai vu votre visage, qui faisait des démonstrations de science et d'art, à la fois. De la qualité à notre café. Et puis, je suis très heureux d'avoir vu M. Bro, qui se retrouve sur le marché, les rayons. Vous savez, un pays producteur comme la Côte d'Ivoire ne peut pas prospérer si elle ne consomme pas. Je voudrais simplement prendre l'exemple du Brésil, qui est pour l'instant encore le premier producteur mondial de café, avec 3 millions de tonnes. 60% de cette production est consommée. Sur place. Sur place. De sorte que le Brésil n'est pas généralement soumis aux contraintes du marché international. Nous n'avons que 100 000 tonnes. Pourquoi nous ne consommons pas? Tout à l'heure, M. Bakayoko disait qu'il a l'entrée de gamme, le marché traditionnel. Il y a un certain nombre de personnes qui consommaient de façon traditionnelle. Nous, on veut aller au-delà de ce type de marché traditionnel. On veut peut-être le développer, mais on veut que ce type de marché de gamme et de moyenne gamme puisse se développer pour que l'Ivoirien moyen puisse consommer le café.
Le message est passé, nous produisons du café, nous transformons notre café, il faut en consommer nous-mêmes. En 52 minutes, on ne pourra pas forcément épuiser le sujet. Je vais juste vous donner peut-être à vous un mot, si vous avez quelque chose à dire pour inciter des jeunes à rentrer sur le marché de 2000 kilos à l'hectare. C'est motivant. Oui. Je pense que il est important, avec le Conseil Café Cacao, qui a mis en place un programme de relance caféière pour la jeunesse. On met à leur disposition des semences, on leur donne du matériel d'accompagnement et je pense que le marché, il est assez prenable. Il est assez prenable et le café est un outil qui apporte une grande réponse aux main-d'œuvre dans nos pays, dans nos villages. Planter du café, c'est créer de l'emploi. Alors, il a conclu sur des mots à l'endroit du Conseil. Merci à vous. On vous souhaite du succès chacun et on souhaite que le Conseil continue de booster toujours ce binôme-là, café-cacao. Merci pour tout à mes invités. Merci à nos téléspectateurs, fidèles téléspectateurs partout sur le continent et même au niveau de la diaspora. Vous qui nous suivez, vous pouvez toujours retrouver cette émission sur notre site internet. C'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Made in Africa pour Facebook, Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Made in Africa. En attendant, je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI.